Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 novembre 2025 et notre ami, notre frère Andrei Martianov est avec nous. Bon retour parmi nous, Andrei. Avec plaisir. Andrei, abonne-toi et appuie sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher plus de monde. Et laisse-moi commencer, Andrei, par ce qu'a dit Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, à propos de la Russie, de la Chine et de l'Iran, ainsi que la capacité de l'OTAN à produire des munitions. Voici ce qu'il a déclaré. Pour l'avenir, la Russie restera une force déstabilisatrice en Europe et dans le monde. Et la Russie n'est pas seule dans ses efforts pour saper les règles mondiales. Comme vous le savez, elle collabore avec la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et d'autres. Ils renforcent leur coopération en matière de défense et d'industrie à des niveaux sans précédent. Ils se préparent à une confrontation de longue durée. Nous ne pouvons pas être naïfs, nous devons être prêts. Le président Roosevelt a dit célèbrement que des ennemis puissants doivent être vaincus et surpassés en production. Et c'était en 1942. On peut en dire autant aujourd'hui. Nous appelons cela la paix par la force. Nous sommes déjà en train d'inverser la tendance en matière de munitions. Jusqu'à récemment, la Russie produisait plus de munitions que tous les alliés de l'OTAN réunis. Mais ce n'est plus le cas. Dans toute l'Alliance, nous ouvrons désormais des dizaines de nouvelles lignes de production et nous agrandissons celles qui existent déjà. Andrei, laissez-moi commencer par son premier point. Il dit que nous devons être prêts à affronter l'ennemi. Voyez-vous les dirigeants en Russie, en Chine et en Iran dire « Nous avons un ennemi commun, les États-Unis, nous devons aller les combattre ». Existe-t-il dans ces pays un type de rhétorique qui présente les États-Unis comme l'ennemi, comme quelqu'un à combattre? Non, je veux dire, ils l'évaluent correctement, parce que les États-Unis sont l'ennemi, et surtout l'Europe, avec leurs règles de force fanatiques. Et tu sais, évidemment, il faut être très réaliste quand on en parle. Mais ce type est complètement délirant. On s'y attendrait de la part de quelqu'un venant d'un pays insignifiant, tu vois, sur le plan économique et surtout militaire. Et il n'a jamais dirigé quoi que ce soit de plus grand qu'un, je ne sais pas, un magasin 7-Eleven. Donc oui, c'est ce qu'ils font. Ils continuent simplement à déverser de l'air chaud sans arrêt. Et il est en gros l'exemple parfait d'une personne qui n'a pas vraiment conscience d'elle-même. Ou s'il l'est, alors je plains sa femme et sa famille parce qu'il s'humilie en se pavanant comme un clone. Mais encore une fois, ces gens-là n'ont aucune notion d'honneur, de décence ou de choses de ce genre. Alors ils sortent et mentent. Et que puis-je dire? C'est exactement ce qu'il faut attendre d'eux. Si vous avez le grand patron, M. Trump, qui divertit essentiellement le reste du monde, et que les gens rien en nombre, que voulez-vous attendre? Que voulez-vous attendre de ces types? D'accord. Comme je l'ai déjà dit, M. Rutte n'a jamais dirigé quoi que ce soit de plus grand qu'un 7-Eleven. Parce que si vous considérez, comme je l'ai déjà dit, en termes réellement militaro-industriels, ce qu'est la Hollande, d'accord? Donc oui, c'est tout simplement pathétique. A-t-il des preuves lorsqu'il affirme que l'OTAN surpasse la Russie en production? Non, c'est complètement absurde. Je veux dire, il sort ça de son chapeau, et c'est ridicule. Le fait est que l'OTAN est incapable de surpasser la Russie en production, non seulement en munitions, mais aussi en armes intelligentes à longue portée. Ce n'est même pas dans la même galaxie. Et il n'y a aucune perspective que l'Europe, même avec les États-Unis, puisse s'approcher de la Russie en matière de production d'armes critiques à longue portée. Que la Russie fabrique dans des proportions bien supérieures, pas seulement 2, 3 ou 5 fois plus, mais au moins 10, probablement davantage.
Hier, nous avons appris que le président russe a déclaré que la nouvelle rhétorique de Donald Trump concernant les essais de bombes nucléaires est une source d'inquiétude pour la Russie. C'est sérieux. C'est une question sérieuse pour eux. Andrei, Donald Trump a dit dans son interview à 60 Minutes que la Russie et la Chine avaient procédé à des essais de bombes nucléaires. Y a-t-il quelque chose, vous savez, dans les médias anglophones, venant de généraux ou d'autres personnes, une quelconque preuve en Russie, ou quelqu'un en Chine ou en Russie qui parle de ces choses-là? Comment sait-il qu'ils testent des bombes nucléaires, des armes nucléaires, s'il n'y a aucune preuve disponible? J'ai beaucoup vérifié, et il n'y a aucune preuve. Personne n'a parlé de ces choses. Monsieur Trump ment beaucoup. Vous avez probablement entendu dire que les États-Unis possèdent un arsenal capable d'anéantir la vie sur Terre 150 fois. Donc, vous savez, c'est devenu un véritable cirque. Ils ne comprennent pas. Ces gens se ridiculisent eux-mêmes. Ils ridiculisent leur pays. Donc non, les États-Unis continuent sur la voie du démantèlement de toutes sortes de traités de limitation des armements et, vous savez, d'essais nucléaires. Et ça se fait par désespoir. Parce que, il faut comprendre, quelqu'un devrait dire à Monsieur Trump que, vous savez, le lancement du Minuteman III hier. D'accord, c'est normal. Les pays lancent leurs missiles balistiques. Ils doivent essentiellement vérifier la validité de leur carburant, qu'ils peuvent voler, qu'ils peuvent livrer la charge utile et des choses de ce genre. C'est normal. En matière d'essai, cependant, Trump, comme d'habitude, ment. La Russie n'a jamais violé ce traité. Les États-Unis adorent rompre et abandonner ces traités, puis reconnaissent soudainement que c'était la course aux armements. Et c'est exactement ce qui se passe, car c'est encore du vent. Ils pensent pouvoir impressionner les Russes, qui ont désormais 2 générations d'avance en matière d'armement, surtout depuis les dernières annonces confirmant la réussite des essais de Poseidon et de Burevestnik. Et maintenant, M. Poutine, oui, le 4, il y a 2 jours, déclare « Oui, nous avons désormais essentiellement les prototypes du système Mach 3, qui peut rester en vol indéfiniment, et bien sûr, il est hypersonique. » Donc, je veux dire, les États-Unis n'ont littéralement rien pour contrer cela. Ce n'est pas que leur arsenal soit obsolète, il reste viable. Mais la crédibilité de l'arsenal nucléaire américain chute de façon vertigineuse à chaque nouveau système d'armes produit par les Russes. Et il ne s'agit pas seulement de leur système de lancement. Encore une fois, n'oublions pas qu'en matière de capacité anti-ICBM et anti-MIRV complète, les États-Unis ne jouent même pas dans la même catégorie. Les États-Unis disposent d'environ 30 JBE, des intercepteurs basés au sol, et personne ne sait vraiment s'ils fonctionnent. Ils n'intercepteraient aucun type d'arme stratégique hypersonique, tandis que les Russes possèdent déjà une capacité anti-ICBM complète, ce qui bien sûr porte un coup sérieux à la crédibilité de l'arsenal nucléaire américain. Ce n'est donc pas seulement que des armes révolutionnaires comme le Burevestnik entrent en service. Les S-500 et S-550 sont en pleine production et ce sont des systèmes d'armes entièrement capables d'intercepter des ICBM. Eh bien, le S-500 a en réalité été testé au combat et personne n'en parle. Je sais avec certitude qu'il a été testé avec des résultats dévastateurs. Mais voici la situation. Trump doit présenter cette image publique. C'est ce qu'il fait habituellement. Parce que comment contrer cela? J'ai pris position, et maintenant, que puis-je dire? Peut-être que je suis trop arrogant dans ce cas précis, mais j'avais prévenu. Pendant 10 ans, les États-Unis se sont lancés dans une compétition avec un pays qui sait réellement comment mener des guerres et créer la meilleure technologie militaire au monde. Et donc maintenant, soudainement, tout est juste devant nos yeux. Pas tout, mais nous savons ce qui se passe.
Trump doit donc réagir d'une manière ou d'une autre. C'est comparable à la réaction d'Eisenhower face à Sputnik en 1957. Mais Eisenhower avait, à bien des égards, raison de penser que les États-Unis étaient en train d'y arriver. Et même Vladimir Poutine a mentionné que oui, ils veulent déployer cette arme hypersonique à longue portée, qui n'est même pas encore en service opérationnel initial. Ils l'avaient promise pour la fin de cette année. Nous y sommes, et l'arme ne vole toujours pas correctement. À part cela, c'est la seule chose qu'ils ont. Que puis-je dire? C'est ce que je répète à longueur de temps. J'ai une ampoule sur la langue. J'ai du mal à le dire, mais les États-Unis ont perdu la course aux armements par chaos, tout simplement. Andrei, penses-tu que sur ce point, nous avons appris que le Burevestnik, en réalité, était mis en production, qu'ils vont le produire pour une utilisation sur le champ de bataille? Mais penses-tu que l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump est allé aussi loin en parlant de tester des armes nucléaires est que les États-Unis sont à la traîne par rapport à la Russie et à la Chine ou à d'autres pays, puisqu'ils ne peuvent pas produire ces vecteurs dont tu as parlé, ceux qui transportent les ogives nucléaires? Est-ce pour cela qu'ils pensent devoir emprunter cette voie? Essayer des bombes nucléaires à la place. Il ne s'agit pas de la livraison, mais plutôt de la viabilité de la charge nucléaire elle-même. Évidemment, cela a de nombreuses répercussions, tant sur le plan pratique que scientifique, car on peut développer toutes sortes de charges nucléaires astucieuses, audacieuses et plus puissantes. Il s'agit avant tout de la capacité à produire l'arme elle-même, la charge, pour ainsi dire. Donc, ce n'est pas vraiment une question de système de livraison. Les systèmes de livraison, c'est ce qui compte, vous savez, car on peut toujours fixer un système de livraison très avancé sur quelque chose dont la conception remonte aux années 1970. Et ce serait tout aussi dévastateur si c'était quelque chose de nouveau. Mais il faut constamment vérifier que son arsenal nucléaire est intact, qu'il puisse être opérationnel si, Dieu nous en garde, on en venait un jour à un échange nucléaire. Et bien sûr, il y a toutes sortes d'autres activités de recherche scientifique à vocation générale qui s'y déroulent, comme je l'ai déjà mentionné. Les États-Unis rencontrent des problèmes avec leurs ogives, notamment des difficultés liées au plutonium et à d'autres éléments de ce type. C'est donc une sorte de réaction instinctive, bien que les Russes aient déjà averti dès l'année dernière qu'ils savaient que les États-Unis se préparaient à abroger encore un autre traité. Donc, ce n'est pas une surprise. Tout le monde comprend ce qui se passe. L'objectif principal de toutes ces actions n'est pas simplement de revenir à ce qui serait autrement, aussi mauvais que ce soit, considéré comme la course aux armements ou autre. Les États-Unis ont perdu cette course aux armements, y compris dans le domaine nucléaire. Surtout dans le domaine nucléaire. Mais tout cela relève du marketing. C'est une question d'image. Il s'agit d'apaiser leur public en disant « Oh, vous voyez, regardez-nous, nous voulons simplement continuer à, peu importe, tester des armes nucléaires. » En réalité, la situation est tellement mauvaise pour les États-Unis que, comme je l'ai déjà dit, cela ne concerne pas qu'une seule génération. Les États-Unis ont 2 générations de retard, voire plus, dans la plupart des systèmes de livraison. La révélation du Burevestnik et de ses capacités, ainsi que celle du Poséidon, désormais en production en série, et d'un autre sous-marin, le transporteur. En réalité, il ne s'agit pas de 6. Le sous-marin Khabarovsk est capable d'emporter 12 Poséidons, voire davantage, selon certains. Nous assistons à une révolution technologique dans l'histoire de l'humanité, car la miniaturisation des réacteurs nucléaires permet désormais, comme l'a déclaré Vladimir Poutine, ne m'écoutez pas, écoutez-le. Tout repose sur le présent, en se basant sur la Lune. Il s'agit d'appliquer certaines de ces technologies essentielles
en matière de miniaturisation et de sécurité des réacteurs à des missions spatiales. Nous entrons dans l'ère de l'exploration du système solaire. C'est immense. La seule chose qui nous freine pour le moment, vous pouvez écouter Vladimir Poutine en 2024 s'adressant aux étudiants du célèbre MGTU, c'est que les travaux portent sur des matériaux qui nous permettront essentiellement de protéger les cosmonautes contre les radiations lorsqu'ils s'aventureront profondément dans le système solaire. Et donc, certaines perspectives qui semblaient autrefois à des décennies et des décennies de distance, concernant l'exploitation minière, des choses littéralement dignes de la science-fiction, deviennent soudainement réelles. On se retrouve avec des idées du genre « Oh oui, nous pouvons construire un véhicule qui ira non seulement assez vite, mais aussi assez puissamment pour atteindre une fraction insignifiante de la vitesse de la lumière. 600 à 1000 km par seconde. Soudain, votre capacité à atteindre Mars. Quiconque pense que les fusées d'Elon Musk les emmèneront sur Mars, j'ai un pont à lui vendre, d'accord? Paiement en espèces uniquement, je vous dirai où déposer l'argent. Mais la réalité, c'est que nous en sommes là. Et l'impact de cela est gigantesque. On ne peut pas sortir maintenant et dire « Oh mon Dieu, ces fichus Ruskovs ont déclenché une nouvelle révolution technologique d'une ampleur historique. » Les Russes le savent. Les personnes ayant une formation de base en physique comprennent à quel point c'est important. Et ce n'est pas seulement une question d'armes, même si les armes sont à l'avant-garde, mais même Poutine lui-même a déclaré qu'au bout du compte, tout cela concerne l'espace. Tout tourne autour de l'accès à ces immenses gisements de minéraux, et vous savez, à toutes sortes d'autres substances, pour ainsi dire, là-bas, sur les astéroïdes, ou vous savez, même sur Saturne. Si l'on a la capacité de les ramener en orbite proche de la Terre, et d'une manière ou d'une autre, de les livrer à la Terre, alors nous entrons dans une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Et c'est absolument révolutionnaire. C'est pourquoi il y a tant de mauvais perdants en Occident. Ils ne sont tout simplement pas dans la course, en réalité. Que savons-nous du missile Dark Eagle? Oh, l'Europe et la région Asie-Pacifique. Oui, enfin, on sait ce qu'ils nous disent, que ça fonctionne. Apparemment, il y a eu 2 vols. L'un d'eux aurait été entièrement réussi, selon eux. Ce serait, soi-disant, leur engin planant, tu vois. Personne ne sait quelle vitesse réelle a été atteinte. C'est totalement tenu secret, parce que ça ne marche pas. Et ça ne marche plus depuis 5 ans. Souviens-toi, il disait déjà en 2020, « Nous sommes sur le point de déployer cette arme hypersonique à longue portée, Dark Eagle, et il la déploie depuis. » Évidemment, ils ne font que déplacer tous ces conteneurs censés la contenir. Mais la réalité, c'est que même si cela atteint la capacité opérationnelle initiale, IOC, les Russes le prennent suffisamment au sérieux. C'est pourquoi ils disposent de toutes sortes de systèmes de détection comme le radar Resonance et vous savez, tous ces S-500 et même les S-400, les derniers missiles capables de l'intercepter sans parler du S-300 V4. Donc oui, c'est juste une tentative de faire quelque chose, de montrer que, oh oui, nous aussi, nous participons à la course hypersonique. Pas vraiment. La Russie en est déjà à la 2e génération d'armes hypersoniques. Et dans ce cas, est-ce une menace? Oui. Combien vont-ils en produire? Je ne sais pas. 300? Peut-être 5. Je ne sais pas. Tu sais, c'est à peu près ça. En réalité, ils faisaient face à des obstacles technologiques très importants. Non, en fait, énormes. Parce que construire un véhicule hypersonique, manœuvrable, semblable à Avant-Garde, par exemple. Oh là là, il faut bien plus de 5 ans pour ça, tu sais. Mais ils disent, oh oui, on est sur le point de faire ceci et cela. D'accord, on verra bien. Pour l'instant, ce n'est pas si important. Mais si l'Europe veut mourir, Dieu nous en garde, ils seront forcés d'être transformés en parking.
Le ministre russe de la Défense, Belousov, a déclaré que les États-Unis effectuent des exercices simulant des frappes nucléaires préventives sur le territoire russe. Qu'est-ce que c'est, Andrei? Où font-ils cela? Essayent-ils de se préparer aux États-Unis, en dehors des États-Unis, en Europe? Où cela se passe-t-il? Oh non. Je veux dire qu'il existe une couche très importante, pour ainsi dire, ou une strate dans la classe politique américaine, appelons-les des fanatiques. Ils ne comprennent pas la guerre. La plupart d'entre eux ne la comprennent pas. La plupart des Américains ne comprennent pas la guerre. Et ils pensent encore, dans ce paradigme des années 1950, vous savez, la guerre froide 1.0. Donc, quand je parle de fanatiques, je veux dire qu'ils ne sont pas des dirigeants de bon sens. Ils ne sont pas des scientifiques de bon sens, ni d'ailleurs des militaires. Et maintenant, surtout, il y a beaucoup de cette immense amertume, parce que leur arrogance a été freinée, et ils ont été exposés pour ce qu'ils ont toujours été. Les États-Unis ne sont pas performants en matière d'opérations interarmes. Il ne peut pas mener une véritable guerre sérieuse sur un vaste théâtre d'opérations. Ainsi, la seule chose que possèdent les États-Unis, ce sont les armes nucléaires, qui à un certain moment dans les années 1950, 1960 et 1970 leur ont donné un avantage sur l'Union soviétique, jusqu'à ce que les Soviétiques mettent en service, vous savez, essentiellement le RS-18, je crois, cette arme terrifiante appelée Voevoda, également connue sous le nom de Satan ou Satan 1. Vous savez, ce missile balistique incroyablement puissant, presque impossible à intercepter. C'est pour cela que le Star Wars de Reagan est apparu, ce qui relevait totalement du fantasme et du dessin animé. En somme, rien de concret. Et puis, bien sûr, oui, les Russes ont commencé à mettre à la mer des sous-marins stratégiques à missiles très avancés du projet 941, ainsi que les célèbres classes Delta III et Delta IV, en particulier le 667 BDRM. Alors, soudainement, il y eut la parité, une parité complète. Mais ils ont complètement manqué le développement des missiles de croisière en Russie. Et maintenant, tout à coup, même lorsqu'ils pensaient que l'Union soviétique s'était effondrée, que la Russie allait se désintégrer, qu'ils auraient accès, installeraient ces régimes de traîtres et obtiendraient tout ce dont ils avaient besoin. Eh bien, ils pensaient que les Russes allaient simplement disparaître, comme dans le plan Ost de l'Allemagne nazie. À peu près la même chose. Et puis soudainement, lorsqu'ils ont compris qu'ils en étaient très loin, il y eut beaucoup d'amertume. Ils ont toujours cru, pour une raison ou une autre, qu'ils pourraient, d'une manière ou d'une autre, arrêter ou atténuer une frappe de riposte de l'Union soviétique contre le territoire des États-Unis. Ce ne sont pas des gens très intelligents, ces gens-là, et vous en connaissez certains. Ils vivent dans cette illusion depuis environ 1975 ou 80. C'était fini. Ce n'est que l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 1990, cette période terrible de l'histoire russe qui a vraiment ralenti le développement par la Russie, à la fois des systèmes antimissiles et des missiles eux-mêmes. Et maintenant que tout cela est arrivé en pleine force, beaucoup de ces gens ne croient toujours pas que ce soit possible. Eh bien, devinez quoi? Non seulement c'est possible. Les États-Unis ont-ils quelque chose de comparable au RS-28 Sarmat? Non. Ont-ils quelque chose de stratégiquement comparable à Avangard? Non. Ont-ils quelque chose de similaire au Bulava, un missile balistique lancé en mer capable de transporter plusieurs blocs hypersoniques manœuvrants? Non. Alors, quand on commence à examiner ces armes stratégiques, et puis il y a le Tsirkon, c'est une toute autre histoire. Quel est leur équivalent? Le 3F-22, un missile hypersonique, principalement anti-navire, mais également capable de frapper des cibles terrestres. Est-ce stratégique? Eh bien,
Si vous regardez de près, comme l'a dit Vladimir Poutine, et je le cite, « Où placez-vous le Poséidon ou le Burevestnik? Dans quelle catégorie? S'agit-il d'armes stratégiques? Oui. Peuvent-elles être, disons, des armes de niveau opérationnel? Oui. Vous pouvez, par exemple, charger dans le Poséidon ces 20 tonnes d'explosifs conventionnels, et l'engin se positionnera simplement sous un porte-avions. Dieu nous en garde, d'accord? Il exploserait, et ce serait fini. Il disparaîtrait en quelques secondes. Et ce ne serait même pas nucléaire. Alors, où les classez-vous? Comment classez-vous ces armes? Comment classez-vous le Burevestnik? Certains disent « arme de l'apocalypse ». D'accord, appelez-la comme vous voulez, mais c'est un paradigme complètement nouveau dans la guerre. C'est tout l'enjeu. Vous les lancez, et le Burevestnik entre alors en IOC. Et ensuite, comme je l'ai déjà dit, vous avez le Burevestnik entièrement supersonique, si on en arrive là, et ensuite hypersonique. Qu'est-ce que cela signifie? Pendant ce qu'on appelle la période de menace, vous n'avez plus besoin de faire ces choses. Vous savez, comme manifester ou désamorcer. Vous lancez simplement un certain nombre de ces Burevestnik et vous les laissez voler autour du monde. Ils seront là-haut, attendant, Dieu nous en préserve, que l'ordre arrive. Si la situation se calme, tant mieux. Ils reviennent, amérissent ou peuvent être récupérés, et voilà. Alors, quel genre d'arme est-ce? Stratégique? Absolument. C'est une classe entièrement nouvelle. Et évidemment, le Poséidon est une arme terrifiante. Absolument. André, avec la militarisation de l'Europe et la poursuite de la guerre en Ukraine, penses-tu que nous nous dirigeons vers la fin même du contrôle des armements? Et pas seulement des traités. Je parle du concept lui-même, qui est si important. Oui, nous y sommes déjà. Et voici ce qu'il faut comprendre. L'Europe ne peut pas vraiment se militariser. Elle n'a pas les ressources, elle n'a pas les industries. Eh bien, M. Poutine peut peut-être se militariser lui-même pendant ce qu'il fait la nuit, vous savez, dans son lit, mais le fait est que l'Europe ne le peut pas. L'Europe a été complètement démilitarisée. Et il en va de même pour les États-Unis. À moins que les États-Unis ne commencent à livrer ce qu'il reste de leur véritable matériel de première ligne, chars, Bradley et ainsi de suite. Les Patriots ne fonctionnent pas, nous le savons. C'est pathétique. Et quand on regarde cela, peuvent-ils même le reconstituer? Non, ils ne le peuvent pas. C'est là le problème. L'Europe seule peut-elle participer à une course aux armements? Non. Ils ne peuvent même pas produire un char normal. Je veux dire, ils peuvent produire des maquettes. Ça, c'est sûr. As-tu vu ce qu'ils ont accompli au cours des, je ne sais pas, 20 dernières années? Non. Je veux dire, c'est vraiment pathétique. Des armées de Chihuahua, tu vois, qui n'ont jamais combattu quoi que ce soit. Sur le plan opérationnel, on parle d'un niveau complètement différent. Un décalage entre le corps des officiers en Russie, surtout l'état-major général et les commandements opérationnels, et ce que l'OTAN possède. Ils ne savent pas mener plus d'une guerre à la fois. Ils ne savent tout simplement pas. Et quand tu écoutes parfois leurs généraux, tu te demandes, sont-ils vraiment aussi stupides? Et ils le sont. C'est ça la découverte terrifiante. Ces gens sont des amateurs. Ils ont été conçus pour les guerres des années 1990, tu sais, contre des armées du tiers-monde comme l'Irak. Et même là, ils s'en sont pas si bien sortis, en réalité. Donc au final, où en sommes-nous? Les Russes sont désinvoltes. Vladimir Poutine, quand on lit ce qu'il dit, il est très calme. Tout le monde est calme. Il se contente de dire que ce qui doit être fait le sera. Mais sur le plan industriel, en termes de ressources, ils ne peuvent pas produire en masse, surtout pas à l'échelle qui compte dans le monde moderne. Et je ne parle pas des drones, même si la Russie en produit plus que tout le monde, réunis en matière de drones de combat. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Si l'on regarde l'état récent, par exemple, de l'armée du Royaume-Uni, ils ont tous cédé, tous les canons automoteurs, tous les types de véhicules blindés de transport de troupes, les pièces d'artillerie tractées, tout cela à l'Ukraine. Et tout cela a bien sûr été anéanti.
Que reste-t-il de l'armée britannique? Je veux dire, une bande de gars avec des fusils, c'est à peu près tout. Donc vous savez, le seul endroit en Europe qui compte encore un peu, c'est la France, parce qu'elle dispose d'une dissuasion nucléaire indépendante. Et c'est la seule chose qu'ils ont en matière d'armée de l'air ou de forces terrestres. C'est le même chihuahua que la Bundeswehr. Juste un peu plus, un peu mieux. Et quand on regarde l'ensemble du dispositif européen, pour ainsi dire, ils sont capables de monter de fausses opérations, de tuer des civils, d'essayer de faire croire qu'ils peuvent bloquer l'oblast de Kaliningrad. Donc ils font tout cela pour apaiser ce groupe de vous savez qui en Europe, ceux qui ont voulu cela. Ils votent pour ça depuis 30 ans. Et maintenant, alors qu'on en arrive à ce qui s'annonce comme un déclin économique total, regardez l'Europe, regardez l'Allemagne. Elle se précipite littéralement vers les portes de l'enfer. Elle se précipite littéralement vers les soupes populaires. D'accord? La même chose va arriver à la France. Regardez le Royaume-Uni. Regardez ce qui s'y passe. Ce ne sont plus des nations au sens classique du terme. Ce sont des cloaques multiculturelles où les populations autochtones, ces peuples européens traditionnels, ne sont pas exterminés, mais complètement écrasés. Ils sont endoctrinés. Et la seule chose qui les préoccupe, ce qui est compréhensible, c'est simplement de survivre économiquement. Nous n'en sommes qu'au début. Le phénomène s'accélère, et cela va devenir bien pire jusqu'à ce que l'Europe sombre essentiellement dans un statut de second monde. Criminalité élevée, absence de loi, niveau de vie très bas, et bien d'autres choses encore. Et cela se produit déjà. Quand on regarde les vies européennes, mon Dieu, c'est tout simplement horrible. Oui, quand il parle de production d'armes et de munitions, il parle en réalité du complexe militaro-industriel des États-Unis. La ligne principale, tu sais, c'est les États-Unis. Les Européens? Pas vraiment. Non, pas du tout. Oui, ils ne sont pas vraiment un facteur en réalité. Mais encore une fois, n'oublie pas, toute cette génération de soi-disant hommes d'État européens, ce ne sont pas des hommes d'État. Ce ne sont même pas de bons politiciens. Ce sont une bande d'enfants de maternelle, des gamins, en somme. Tu sais, toute leur vision du monde repose sur « Oh oui, nous avons les États-Unis de l'autre côté de l'océan ». Ces types viendront nous défendre contre ces méchants Ruskofs qui veulent nous voler notre, peu importe, je ne sais pas, nos ordures. Et soudain, quand ils se rendent compte que les États-Unis sont un tigre de papier, certains d'entre eux commencent à paniquer. Ils paniquent. Alors, as-tu vu le nombre de leurs chars et de leurs véhicules blindés de transport de troupes anéantis au cours des 39 mois de l'opération militaire spéciale? Je peux te le dire, 26 000. Et sur ces 26 000, seulement environ 3 000 étaient des chars ukrainiens. Et à peu près le même nombre de leurs... Eh bien, d'où viennent les 20 000 autres? Je peux te le dire. D'abord, ils ont pratiquement tout dépouillé des anciens pays du pacte de Varsovie. Puis, ils ont commencé à expédier ce qu'ils avaient. Combien? Innombrables. Toutes sortes d'équipements occidentaux. Tout cela a été absolument anéanti. Et chaque jour, ces imbéciles et ces généraux de bureau, totalement incompétents, attendaient en pensant « Oh oui, le régime de Poutine est sur le point de s'effondrer. » Et vous avez toutes sortes d'amateurs. Pour une raison quelconque, ils les appellent des gens du renseignement. Ils n'ont cessé de livrer ce qu'ils appelaient du renseignement en provenance de Kiev. Donc, si vous êtes à ce niveau et que vous croyez cela, qu'est-ce que cela signifie? Vous n'êtes pas un professionnel. Et je peux vous dire que les armées de l'OTAN ne sont pas des armées professionnelles. C'est une blague, surtout les forces terrestres. Et maintenant, ils paniquent, absolument désespérés, en voyant ce qui se passe. Pour une raison quelconque, le régime de Poutine ne s'effondre pas. Je ne sais pas.
L'économie russe était censée, vous savez, aller en enfer. Et elle n'y va pas. Les Russes augmentent toutes sortes de production. Et l'économie se porte à merveille. Et eux, oui, tu vois. Maintenant, on a ce clone, pardonnez-moi l'expression, de la Maison-Blanche qui dit que, oui, les États-Unis peuvent détruire le monde 150 fois. Les tarifs douaniers, tu vois. Eh bien, la Chine lui a dit d'aller se faire voir et la Chine a sa propre influence sur Trump. Ensuite, il y a l'Inde. Alors oui, qu'est-ce que tu veux attendre? Ces imbéciles étudient l'expérience israélienne en matière de guerre. Vraiment, ils ne connaissent même pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce ne sont que des contes inventés sur le général Patton qui aurait été prêt à vaincre tout le monde. Et au final, nous en sommes arrivés à la faillite de tout le système. Le système économique ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné depuis 2008. Et maintenant, nous avons une autre bulle avec ce qu'on appelle l'IA. L'IA n'existe pas. Il n'y a rien de tel que l'intelligence artificielle. Ils ne comprennent manifestement pas ce que sont les réseaux neuronaux. Donc, c'est une autre bulle qui est en train d'éclater en ce moment. Tout est une bulle. Tout est faux. Tout tourne autour de ces zéros dans les ordinateurs. En réalité, cependant, à part certaines choses importantes, par exemple, l'Europe peut encore produire d'excellents avions commerciaux. Sans aucun doute. Je veux dire, Airbus, encore une fois, c'est un consortium, c'est pas français. Airbus est un consortium des États européens. Mais à part ça, quel morceau surfacturé de, voiture allemande? Enfin bref, comme l'a dit la ministre de l'économie d'Allemagne il y a 2 semaines, non, il y a environ 10 jours, elle est sortie en disant, elle s'appelle Reich, rien que ça. Elle dit que l'Allemagne a cessé d'être compétitive. En réalité, elle a arrêté de l'être il y a bien longtemps. Et si l'on regarde cela, même Siemens, comme ça a été justement dit, Siemens, vous savez, pas seulement le matériel roulant, peu importe, ou les turbines, les célèbres machines IRM et scanners CT de Siemens et tout le reste, la plupart de ces pièces ne sont plus fabriquées en Allemagne. Elles viennent de Chine, d'Asie. Donc, sérieusement les gars, vous prétendez encore que vous comptez. Ce n'est plus le cas. Andriy, il y a 2 jours, l'un des points essentiels de ce qu'a dit Poutine était que l'unité nationale constitue le fondement de la souveraineté russe. Il a souligné que des provocateurs étrangers tentent d'affaiblir la Russie en manipulant les tensions ethniques. De quoi s'agit-il exactement? Quelles sont les principales preuves? Qui essaie de faire cela? Parle-t-il des Européens? Ou bien les États-Unis jouent-ils également un rôle dans cette affaire? Les deux. Je veux dire, c'est une pratique courante. Si j'étais un idiot avec un diplôme de littérature du MI6, que ferais-je? Il dirait, ah oui, il faut déstabiliser la Russie. D'accord, ces gens-là, ce sont des organismes unicellulaires. Ils savent probablement comment tuer des gens, un enfant ou une femme, ou vous savez, assassiner quelqu'un, des choses de ce genre. Mais ensuite, il y a ces clones de Chatham House. Que font-ils? Oh, la Russie compte 180 nationalités, ethnies. Alors que va-t-on faire? On va semer la discorde, vous savez, comme ils ont essayé dans les années 90. Ces gens ne sont pas très futés. Ce sont essentiellement des singes. Ils ne font que répéter des schémas. Ils répètent les mêmes choses. Vous savez, ils pensent que ça marche. Mais en réalité, ils ne comprennent pas ce qui se passe vraiment. Alors que font-ils? Oui, attisons les tensions. Comment font-ils cela? Oh, faisons intervenir les ONG, les organisations non gouvernementales, la France, toutes sortes de fondations Carnegie, des fondations pour toutes sortes de démocraties. Alors que faisons-nous? Injectons de l'argent là-dedans. Provoquons des tensions entre, disons, les Russes et les Tchétchènes, ou entre les Tatars et les Tchétchènes, ou entre les Daguestanais et les Russes, ou peu importe. Et comment fait-on?
On met l'accent sur la criminalité ethnique, qui existe bel et bien, ne vous y trompez pas. Il faut toujours appuyer là où ça fait mal, mais c'est pas du tout la même échelle, tu sais. Et par conséquent, ils essayent, ce que tu dis est tout à fait juste, la Russie est un État multinational. Mais ce que ces imbéciles ne comprennent pas, parce que ça dépasse leur expérience, c'est que par exemple, si tu prends un type de la CIA ou du MI6, il doit lire la constitution russe. Il y a une clause très importante là-dedans. C'est pourquoi, par exemple, les Russes et les Tatars, ou les Bashkirs, sont essentiellement des peuples frères, même s'ils ont des religions totalement différentes. Les Bashkirs et les Tatars sont, tu sais, musulmans. Les Russes sont évidemment pour la plupart soit athées, soit chrétiens orthodoxes, mais ils vivent ensemble depuis maintenant 500 ans, côte à côte, épaule contre épaule. Et bien sûr, il y a toujours quelques brebis galeuses, mais le problème, c'est qu'elles ne comprennent pas que la constitution russe désigne en réalité l'ethnie russe comme le peuple fondateur de l'État. Elles ne saisissent pas cela, par exemple, comme le font les Tatars, les Bashkirs ou de nombreuses autres nationalités. Quant à M. Apti Alodinov, lieutenant général, héros de la Russie, un Tchétchène légendaire, il est en fait le commandant adjoint de la direction politique principale des forces armées russes. Il en a parlé il y a 2 ans et a dit « Russes, s'il vous plaît, vous savez, il faut procréer ». Vous pouvez lire son discours, c'est d'ailleurs dans les actualités, et il a ajouté « Sans vous, il n'y aura pas de Russie ». C'est le Tchétchène qui dit « Russes, vous devez procréer ». Et c'est ce qui se passe. Mais ces gens ne comprennent pas qu'en Russie, il est universellement admis, à part quelques marginaux évidemment, comme toujours, que sans les Russes, il n'y aurait pas de Russie. Et c'est un paradigme avec lequel aucun politicien américain ou européen ne peut coexister, car ils doivent flatter chaque entité multiculturelle. Les États-Unis, évidemment, sont en grande partie subvertis par Israël. Alors ils s'y conforment simplement. Les États-Unis n'ont pas un congrès. Ils ont une Knesset 2.0. C'est ce que c'est. Et quand certaines personnes disent « Oh mon Dieu, ce sont les fondateurs de l'État, nous devons nous rassembler autour d'eux et vivre dans la paix et la prospérité », c'est un concept absolument étranger pour tous ces gens. Surtout pour ces produits d'usine à diplôme ou peu importe, qui vont travailler à la CIA, au MI6 et ainsi de suite, en essayant d'attiser les tensions ethniques. Parfois, ils ont de la chance et parviennent à provoquer quelque chose localement, ce qui est tout à fait normal. Mais la majorité des gens, parce que beaucoup ne comprennent pas, il y a le Russki, ce qui veut dire russe, comme moi. Je ne suis pas russe, je ne suis pas citoyen russe, mais je suis Russki, je suis russe. Donc ce russe, c'est la partie ethnique. C'est un peu comme en Iran. L'Iran compte aussi des Azerbaïdjanais, beaucoup d'Azerbaïdjanais. Il y a donc des Perses et des Azerbaïdjanais, mais tout le monde les regroupe sous le terme d'Iraniens. Pourtant, il existe une ligne de séparation très claire. Les gens savent « Ah, tu es azéri » ou « Ah, tu es perse ». C'est la même chose en Russie. « Ah, tu es russe » »,« Ah, tu es tatar ». Mais dans l'ensemble, quand on regarde l'entité elle-même, l'État, c'est la Russie. La Russie, tu vois, c'est multiethnique, multiculturel, mais plus de 80% du pays est représenté par des gens comme moi. Tu sais, toutes sortes de déclinaisons de Russki, ce qui signifie russe, ethniquement, culturellement, et ainsi de suite. Et donc, par conséquent, il y aura des tentatives pour mettre fin à toutes sortes de tensions ethniques. Comme je l'ai déjà dit, ils auront peut-être de la chance dans une localité, un village ou un district. Mais à part cela, Vladimir Poutine a tout à fait raison au sujet de la journée de l'unité. Et encore une fois, écoutez ce que dit Ate Alaoudinov. Il est extrêmement populaire en Russie. Et c'est un Tchétchène, vous savez. Donc voilà.
Il représente les forces armées russes avec distinction et occupe un poste important dans la direction politique de l'armée russe. Donc oui, les Russes sont conscients de ce qu'ils essaieront de faire. Andriy, je crois vraiment que l'un des principaux problèmes que nous voyons aux États-Unis vis-à-vis de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de nombreux autres pays, c'est qu'ils pensent pouvoir les diviser. Ils croient pouvoir fragmenter les pays en provinces, en fédérations, peu importe. Et c'est là qu'ils se trompent. Lorsqu'ils ont attaqué l'Iran, ils avaient la même idée, que si l'on attaque l'Iran, le peuple se soulèvera contre le gouvernement, que tout l'édifice s'effondrera et que tout partira en morceaux. Ils y croient sincèrement. C'est extrêmement dangereux, car ils ne reculeront pas. C'est dangereux, oui. L'enseignement des sciences humaines en Occident est en grande partie une imposture. Tous ces docteurs de Georgetown, de Stanford, Michael McFaul par exemple. Regardez Sarah Payne, qui enseigne la stratégie. Cette femme n'a jamais commandé un seul escadron de sa vie, et elle enseigne la stratégie au Naval War College des États-Unis. Des choses comme ça. Ce sont des imposteurs. Ils ne savent absolument rien. Ils rédigent leur thèse de doctorat sur des détails insignifiants de tel ou tel sujet, dont la plupart sont inventés. Si l'on regarde de près l'histoire militaire américaine et occidentale, c'est comme les Français. Vous savez, ils ont inventé cela parce qu'ils se sont couverts de honte pour le reste de leur existence en tant que France en se soumettant essentiellement à Hitler. Et maintenant, ils ont inventé ça. Oh oui, vous savez, le bouclier de la France, l'épée de la France, ces concepts-là. Les gars, vous avez en réalité été écrasés comme des chihuahuas en 40 jours par la Wehrmacht. Et seule la division gaulliste, les très limités Français libres partis en Grande-Bretagne, se battaient encore. Le reste vivait très bien sous les Allemands. Voilà tout le problème. Quand on se fabrique une histoire confabulée, on finit avec des idiots comme Brzezinski pour universitaire. D'accord? Ce type était un russophobe abstrait, un russophobe fanatique. En conséquence, tout ce qu'il écrivait reposait là-dessus, et ils ont inventé cette chose inutile qui n'est même pas une science, la science politique. Il n'existe pas de science politique à proprement parler. En gros, ce sont des fils et filles de bonne famille qui vont dans les universités de l'Ivy League pour se faire des relations en vue de leur future carrière politique. Pour la plupart, ce sont des idiots. Il y a quelques exceptions, mais les professeurs qui leur enseignent sont eux aussi des idiots. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'il en ressorte? Ton modèle pourrait être parfait. Mais si tu y mets des déchets, tu obtiendras des déchets. En gros, des déchets en sortie. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui s'est passé, surtout au cours des 30 dernières années. Ces types, pour une raison quelconque, croient à ce mythe selon lequel « Oh, l'Afghanistan aurait brisé le dos de l'Union soviétique ». Non, ça n'a rien à voir avec l'effondrement de l'Union soviétique. Tu veux étudier les vraies raisons. Peut-être que certains d'entre eux, comme vous savez ceux de Chatham House ou du MI6, disent « Oh oui, les tensions ethniques ». Oui, elles ont joué un rôle énorme. Mais c'était le modèle, c'était tout le système, la corruption de la nomenclatura du parti, qui en était en réalité le cœur. L'Union soviétique aurait peut-être pu survivre plus longtemps que les États-Unis sans Gorbatchev, qui n'était essentiellement rien d'autre qu'un traître. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées, contrairement à la manière dont on les présente. Tout était bien plus complexe, bien plus nuancé. Ces gens-là ne le savent pas. Et surtout, l'immense majorité de ce qu'on appelle l'élite intellectuelle de l'Occident ne comprend pas la géopolitique appliquée, parce qu'elle n'a aucune idée de ce qui est à la base de tous les processus dans le monde, à savoir, bien sûr, l'équilibre géopolitique des puissances, fondé sur la capacité militaro-industrielle des nations.
Ils ne peuvent pas le définir parce qu'ils croient en l'économie de Wall Street, qui est en gros une pyramide de Ponzi. C'est exactement ce que c'est. Et par conséquent, on assiste à la reproduction de crétins qui finissent dans toutes sortes d'administrations et de postes politiques. Puis, soudainement, ils commencent à se rendre compte que le monde autour d'eux ne fonctionne pas vraiment comme on le leur avait dit. C'est de la dissonance cognitive. Et lorsque cette dissonance devient trop forte, on peut faire une dépression. Et beaucoup en font. Par exemple, il y a cet avocat, Blinken, et un autre imbécile avec un diplôme en sciences politiques, Sullivan. Ils n'avaient en réalité pas compris les conséquences de ce qu'ils faisaient. Ils pensaient qu'ils allaient, eh bien, survivre. Quelqu'un leur a dit « Oh non, les missiles russes ne volent pas. Oh non, tout ce que vous voyez est faux. » Et puis je veux dire, il y a ça, et à chaque fois, ils comptent combien de semaines il reste avant que le régime de Poutine, que la Russie ne s'effondre, n'implose. Et vous savez, ils emmènent tout leur corps de journalistes de Grande-Bretagne ou des grands médias des États-Unis. C'était des criminels pour la plupart. Toutes sortes de déviants, toutes sortes de, je veux dire, pervers. Et ils détestent les dieux russes. Ils détestent les dieux russes parce qu'il y a un énorme élément LGBTQ, peu importe comment on l'appelle, vous voyez, là-dedans. Qu'est-ce que la Russie? La constitution de la Russie dit qu'il n'y a que deux genres. Un homme et une femme. Et il y a une famille, c'est-à-dire un homme et une femme, tu vois? Et donc ils détestent les Russes pour ça. Alors ils inventent toutes sortes de fantasmes, juste pour se justifier, ce qui fait mal maintenant, parce que tout ce qu'ils croyaient savoir est de la camelote. Je le dis publiquement depuis 2 décennies. Tout ce que vous croyez savoir sur le monde est de la camelote. Vous n'en savez rien. Mais c'est ça, l'éducation américaine, en gros, pour la plupart. Je ne parle pas des filières STEM. Il y a encore de très bonnes écoles STEM aux États-Unis. Mais ces usines à diplôme qui forment la soi-disant élite politique, je ne leur confierai même pas la gestion d'un 7-Eleven. La propagande est en train de tuer l'Occident, André. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Il ne reste plus qu'à voir comment tout cela va être organisé maintenant. Et la Russie doit garder constamment à l'esprit qu'il y a à Washington, D.C., une bande de fanatiques et d'imbéciles, certains d'entre eux des chrétiens pro-israéliens, des sionistes, des dispensationalistes. Ils adoreraient voir le monde partir en flammes, tu sais, parce qu'ils veulent vivre la vie éternelle aux côtés de Jésus. Ou peut-être, qui sait, ce sont donc des imbéciles, des crétins en somme. Et ils n'ont littéralement aucune inhibition à l'idée de déclencher, tu sais, la Troisième Guerre mondiale. Mis à part le fait qu'aucun Américain ne sait ce qu'est une vraie guerre, y compris l'armée américaine, qui n'en a pas mené une véritable depuis la Seconde Guerre mondiale. Enfin, depuis la Corée, essentiellement. Alors, en conséquence, qu'est-ce qu'on a? Il faut avancer avec une extrême prudence, car une menace acculée est toujours dangereuse. Elle peut bondir et mordre. Mais dans ce cas précis, les enjeux sont trop élevés. La Russie doit prendre en compte le fait qu'il pourrait y avoir, qui sait, peut-être un coup d'État militaire d'une manière ou d'une autre, ou une forme de coup d'État aux États-Unis. Certains fanatiques pourraient arriver, vous savez. Et encore une fois, n'oublions pas que les États-Unis n'ont pas une politique étrangère véritablement indépendante et souveraine. Elle est essentiellement dirigée par Israël, les forces israéliennes, l'AIPAC, et tous ces sionistes chrétiens dont la loyauté ne va pas aux États-Unis ni au peuple américain. Leur loyauté va à Israël. André, aujourd'hui, Donald Trump reçoit, tu sais, les dirigeants de 5 pays d'Asie centrale. Le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Kazakhstan. Ouais. André, s'agit-il uniquement des ressources dans cette région? Que recherche-t-il? Parce que lorsqu'il s'agit du Nigeria, tu sais,
D'une certaine manière, Donald Trump se préoccupe des chrétiens là-bas. Oui, oui. Il est tellement préoccupé par les chrétiens que, oui, enfin je veux dire, ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours essayé, en gros, de diriger tous ces dirigeants totalement corrompus des anciennes républiques, qui bien sûr sont corrompus. Les républiques sont vraiment des paniers percés économiques, à part pour leurs ressources. Et oui, ils essaieront de mener ce que les Russes appellent des politiques multivectorielles, comme Erdogan. Tu sais, ils pensent pouvoir en tirer quelque chose. Mais non. Trump essaiera aussi, tu vois, d'y implanter une sorte de base militaire, ou quelque chose du genre. Donc encore une fois, n'oublie pas, ce ne sont pas les dirigeants les plus brillants, pour le dire gentiment. Ils s'accrochent au pouvoir là-bas à cause des clans corrompus qui dirigent tout. Ce sont essentiellement des sociétés médiévales déguisées en pays modernes. En réalité, au Tadjikistan, la corruption est omniprésente. C'est pourri jusqu'à la moelle. Il en va de même pour l'Ouzbékistan et les autres. Ils se tournent vers les États-Unis pour tâter le terrain, pour ainsi dire, afin de voir ce qu'ils peuvent en tirer. Et ils essaieront de jouer leur habituel parti d'équilibriste, assis entre deux chaises. Les Russes le savent, mais il est très facile de leur rendre la vie difficile s'ils commencent à vaciller. Et ils doivent apprendre de l'Azerbaïdjan. Oui, s'ils ne comprennent pas le message, gardez à l'esprit que beaucoup de gens ne font pas la différence entre la sagesse, l'intelligence et la ruse. La plupart des gens sont avant tout rusés. Il y a très peu d'intellect là-dedans. Vous savez, ils sont, mon Dieu, pour beaucoup, issus de l'ancienne nomenclatura du parti, donc ils n'ont appris qu'à conserver le pouvoir. En ce qui concerne le développement réel de ces pays, si vous regardez de près, Seigneur, ce n'est tout simplement pas bon. D'accord, pas bon. Ils continueront d'exister comme ce type de société, mais on ne peut pas changer cela là-bas. Au fait, je pense que les inquiétudes grandissent en Asie centrale, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de discussions entre la Russie, la Chine et l'Iran sur ce qui se passe, sur la façon dont les choses évoluent. Oh oui, il y en a beaucoup, oui. Et donc, il y a aussi l'Afghanistan qu'il faut prendre en compte. Les Russes travaillaient avec diligence pour tenter d'atténuer le problème d'instabilité là-bas, surtout puisque le Pakistan est le client de l'Amérique et fera ce qu'on lui dit, alors qu'ils essayaient essentiellement de déclencher la guerre contre les talibans. Mais oui, tout cela est très complexe. Finalement, eh bien, je me trompais, mais ne vous y trompez pas. Une fois que cette génération, cette cohorte de soi-disant hommes durs et rusés au pouvoir aura disparu, on verra fondamentalement l'islamisation et la radicalisation complète de bon nombre de ces sociétés. À moins qu'on ne parle du Turkménistan, qui est bon sang. C'est 1984 là-bas, pour l'amour du ciel, avec une touche d'Asie centrale. C'est une société étrange. La Corée du Nord semble plus libre que le Turkménistan. Bon, disons-le ainsi. C'est tout simplement incroyable. C'est surréaliste, honnêtement. Je ne le savais pas. Oh bon sang, cherchez le Turkménistan. Oh, good Lord, look up Turkmenistan. It's just... C'est juste, en grande partie, ce sont, tu sais, ces salafistes et ces radicaux. Ouais, ils sont... Yeah. Yeah, listen, Fergana Valley... Oui, écoutez, la vallée de Fergana. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Brzezinski, comme la plupart des politiciens américains, aimait, eh bien, essentiellement se nourrir de gloire usurpée. Vous savez, nous avons vaincu ceci, et il s'attribue le mérite. Et Brzezinski aimait aussi souligner que c'était le piège, vous savez, pour l'Union soviétique en Afghanistan. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le problème existait déjà, bien avant que Brzezinski ne soit quelqu'un, surtout avant l'administration Carter. Que l'islamisation et la radicalisation de la vallée de Fergana avaient commencé depuis la fin des années 1960.
Il y avait un flux constant, non seulement de stupéfiants et d'autres choses de ce genre, mais aussi d'idéologie radicale, comme vous l'avez justement dit, les salafistes et tout cela. Et l'Afghanistan en était la source. Afghanistan was the source of it. You know, so and it didn't matter whom you would put in charge. That is why. Et peu importait qui était aux commandes. C'est pourquoi, et à bien des égards, quoique pas tous, c'était leur réaction à ce qui se passait à cette époque dans les républiques soviétiques d'Asie centrale. Oh là là, je pourrais vous en raconter des histoires. Disons-le ainsi. Ils disaient, oh oui, c'est nous qui avons créé le piège. Non, pas vraiment. L'Union soviétique savait ce qui se passait. Même le Politburo le savait. Le Politburo savait qui était Brzezinski. Tout le monde le savait. C'est juste que c'était le ventre mou de l'Union soviétique. Et comme les événements ultérieurs l'ont montré, à partir du Kazakhstan en 1986 et par la suite, les mouvements nationalistes à inspiration islamique y avaient déjà pris forme. Une grande partie de cela était financée et soutenue depuis l'Afghanistan et le monde arabe. And support from Afghanistan and Arab world, and so yeah, there's a lot of things which. Oui, il y a donc beaucoup de sujets dont beaucoup de gens n'aiment pas parler dans les milieux universitaires américains. Mais il y a eu en réalité un colonel de l'armée américaine, Lester Grow, qui a justement affirmé que l'Union soviétique n'avait jamais perdu la guerre en Afghanistan. Elle s'est simplement retirée lorsqu'elle a estimé qu'il n'y avait plus de raison de maintenir ce type de présence militaire. Et comme l'a dit feu Ahmad Shah Massoud lui-même, si nous avions su ce qui allait arriver, c'est-à-dire les talibans et tout le reste, nous n'aurions pas résisté. Il a été assassiné par des services de renseignement arabes pour le compte de « Eh bien, nous savons qui ». Il représentait un espoir pour l'Afghanistan, un véritable espoir. Et c'est précisément pour cela qu'il a été assassiné. C'est dommage que le GRU et le FSB n'aient pas eu à l'époque la possibilité d'assurer sa sécurité comme il se devait. Cela a réduit le destin d'Afghanistan. And that changed the fate of Afghanistan. Oui, exactement. Merci beaucoup André d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, quand vous voulez. Au revoir. Bye bye. Thank you. Bye bye. Merci.